Salut, ici Vincent de l'écoferme Le Tournant. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur pourquoi j'ai décidé d'arrêter de pailler le jardin. Et vous allez voir que justement, les jardins s'en tirent pas trop mal. Alors, voici mon topo. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que j'ai commencé à jardiner et très vite, j'ai décidé d'utiliser le paillage. J'ai vu plein de vidéos YouTube, les classiques, là, surtout qui venaient de France, avec des gens qui utilisaient beaucoup de paillage. Puis les arguments qu'ils donnaient m'ont vraiment convaincu. Je trouvais que visuellement aussi, c'était vraiment beau d'utiliser beaucoup de paillage. Alors, j'ai fait plusieurs essais et je peux vraiment dire que j'ai vraiment essayé d'utiliser le paillage. Des fois, c'était uniquement pour les pommes de terre. Des fois, je l'essayais pour la plupart de mes cultures et j'ai mis vraiment beaucoup d'efforts dans cette technique-là. J'ai acheté un livre aussi que je vous conseille si vous voulez faire le paillage, qui s'appelle Le Jardin Vivrier de Marie Thévard, en tout cas, sur Éco-Société. Vraiment intéressant, j'ai vu plein de belles choses là-dedans. Donc, je ne vais pas renier carrément mes expériences avec le paillage. Simplement que moi, comme vous allez le voir dans la vidéo, j'ai trouvé qu'il y avait des avantages, des inconvénients. Puis dans la balance entre les avantages et les inconvénients, bien, je me suis rendu compte que c'était pas aussi magique et simple que ce qu'on prétendait. Avant de commencer tout ça, je me promène dans mon jardin. On va essayer d'être assez honnête, OK? Le paillage, il y a des raisons pourquoi les gens utilisent le paillage. C'est quelque chose qui a son lot d'avantages. Puis avant de commencer à sortir mon argument par rapport à tout ça, mes arguments par rapport à tout ça, je veux quand même donner à César ce qui est à César. Je vais quand même commencer en donnant les avantages majeurs que l'on accorde en général au paillage. OK? Premier des arguments, la vie du sol. Donc, le paillage est là pour protéger le sol contre le soleil, contre l'érosion, aussi pour faire en sorte que le sol soit plus tempéré et ultimement pour donner un refuge pour les différentes formes de vie dans le sol au niveau de la microfaune, dont les bactéries protozoaires, champignons de toutes sortes et tout, mais aussi par rapport à la microfaune, par rapport à une faune qu'on voit un peu plus comme tout ce qui est insectes. Bon, il va y avoir des fourmis, des nématodes, des vers de terre, différents insectes. Puis aussi, des fois même, on va assez régulièrement voir dans la paille des crapauds, par exemple, ou des petites rainettes, là, des fois, quelque chose dans le genre, des couleuvres aussi. Donc, c'est toute cette vie-là du sol qu'on cherche à créer en utilisant, et à entretenir, en fait, en utilisant la paille, finalement. Également, le paillage va être utilisé beaucoup pour garder l'humidité. On cherche à faire en sorte de limiter l'arrosage. Donc, le concept, c'est que, comme on a dit, quand le soleil frappe le sol qui est noir, hein, souvent la terre, elle est noire ou elle est très foncée, ça va absorber de l'énergie, ça va créer de l'évaporation, puis on va perdre de l'humidité du sol, ce qui va nous forcer à, encore une fois, arroser, alors qu'avec un paillage, ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire en sorte que cette eau-là reste pris un peu dans le paillage puis que ça conserve une humidité au niveau du sol. Un autre élément qui est important, c'est qu'on dit que le paillage va enlever le désherbage ou en fait va réduire énormément
le désherbage. En tout cas, c'est vendu comme ça. Je vais peut-être nuancer ça un petit peu tout à l'heure, mais toujours est-il qu'on cherche à pailler pour éviter de désherber. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ici, il y a les allées de mon jardin. Ce que j'ai fait, j'ai une vidéo qui l'explique, je mets du carton et je mets le paillis par-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ici, ce paillis-là, hein, parce que j'arrête pas finalement 100% du paillage, mais je paille les allées. Finalement, je paille des places où je n'aurai pas de culture, finalement. Et c'est justement l'idée de dire que ça me tente pas de désherber une place où est-ce que j'ai pas de culture finalement. Donc le paillage, pour éviter le désherbage, avec un bon carton dans le fond, ça marche assez bien. Regardez ici, il y en a un peu moins, mais reste que ça s'arrache assez bien. Donc le paillage a l'avantage d'éviter de trop désherber, en tout cas en apparence. Le paillage, ça va être aussi vu comme une technique d'amendement du sol. Donc, on met la paille par-dessus notre sol. La paille va tranquillement se désagréger et on va voir que ça va venir justement par l'effet des micro-organismes et de la petite faune, des vers de terre et tout. Ils mangent ça, ramènent ça dans le sol. On crée une structure de sol qui est plus régulière, qui ressemble plus à ce qu'on voit dans une forêt ou un écosystème normal. Donc, ça va vraiment permettre d'amender le sol et de le rendre plus riche. Encore une fois, je vais énoncer des petits mais ici et là tout à l'heure dans les désavantages. Alors, ça fait le tour pour, je dirais, les avantages que l'on offre au paillage, les arguments qu'on utilise pour pailler un jardin. Maintenant, on va switcher aux inconvénients, ou peut-être, dirais-je, au test de la réalité que, en tout cas, moi, j'ai eu à vivre avec le paillage. La première chose que je dois dire, qui est très important, et je veux que les gens soient au courant de ça, parce que pour moi, c'est vraiment important de le mentionner, c'est que le premier désavantage que je vais dire du paillage, c'est que c'est vendu comme quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup de travail. L'idée du paillage, hein, c'est je désherbe pas, j'arrose pas, je plante puis je récolte finalement. Donc c'est simple. Or, de ce que je vois aujourd'hui en testant des techniques de jardinage inspirées du no-till, no-dig, plus à la Charles Dowden ou à la Richard Perkins ou Farmer Jesse, ce que je remarque pour l'utiliser, pour le faire, c'est beaucoup plus de travail, à mon avis, d'utiliser du paillage. Donc, est-ce que ça en fait un désavantage? Je suis pas nécessairement certain que c'est un désavantage, mais je dirais plus que c'est une thérapie de la réalité. Vous voulez vous engager dans une méthode avec beaucoup de paillage, il n'y a aucun problème. Mais préparez-vous à travailler. C'est pas vrai que ça va vous enlever du travail. En fait, ça risque de vous donner plus de travail. Et moi, en tout cas, c'est selon mon expérience que j'ai vue et ce que je vois ailleurs, c'est pas mal ça, puis on va voir pourquoi aussi à travers les autres arguments. Deuxième chose que je voulais dire par rapport au paillage, c'est que ça demande énormément de matériel. C'est vrai que ça améliore la santé du sol, ce qui fait en sorte que le sol va devenir, je dirais même quasiment vorace. Il va manger votre paillage selon le paillage que vous utilisez, pour le transformer en humus et tout, ce qui fait en sorte que vous n'avez plus de paillage, ce qui fait en sorte que vous devez rajouter du paillage. Donc moi, je dis que je n'utilise plus le paillage, c'est plus ou moins vrai, parce que comme vous allez voir ici, j'ai une rangée où est-ce qu'on voit ici un févier, hein? J'ai planté, ça commence à être un bel arbre, je l'ai planté, on voit ici, on a notre paillage, entre ça j'ai des groseilles. Bon, ici, j'ai des prunes
cerises. Hein, il commence à me donner une récolte intéressante. Je ne sais pas si on voit bien ici. Et tout ça, ça se fait sous paillage. Mais j'ai paillé les arbres, un pommier ici, groseillier. Mais j'ai pas mis, ce que j'ai taillé, ce que j'ai paillé, c'est les arbres et les arbustes. Okay? Et quand je vous dis que ça demande beaucoup de matériel, si vous aviez vu la quantité de paille que j'ai mis au printemps, alors que, tu vois, ici ça a marché, ça a diminué, mais ici ça a marché le paillage. Ici, pas trop. Il aurait fallu que je fasse quoi? Je sais pas, que je désherbe, que j'en mette d'autres, etc., etc. Donc, ça en demande énormément. OK? Moi, je vais vous le dire, j'ai planté probablement une centaine d'arbres fruitiers, d'arbustes fruitiers en tout et partout. OK? Même peut-être plus là, si on compte les arbustes là-dedans. Des noyers, des chênes, tout au nord des carriers, j'ai planté des bleuetiers, des groseilliers, des framboisiers, des gadeliers, alouettes, pommiers, pruniers, poiriers. Donc j'en ai besoin en tabarouette du paillage pour être capable de pailler ces arbres-là. Sauf que ces arbres-là, comme c'est des arbres et des arbustes, ils n'ont pas les mêmes soins techniquement que dans un jardin. Hein? Comme on le voit ici, je l'ai échappé carrément, je l'ai laissé aller parce que j'ai consacré de l'énergie ailleurs. De toute façon, les groseilles qui étaient là étaient, même si on voit qu'il y en a ici, quelques-uns ils ont été attaqués par un insecte, ce qui fait en sorte que j'ai perdu à peu près 30-40% de ma récolte. Donc, bref, elle était bonne en tabarouette, hein, ceux qui restent sont bonnes. Ben, ça fait en sorte que je me suis pas attardé à désherber ça, là. On va probablement le faire une fois en août. Ça va être ça, puis coudon, là, tu sais. Mais c'est pas grave, c'est résistant, là. Ça, ces groseilliers-là, il y en a d'autres. Je veux dire, ils vont être tough, là. Ils sont tough en tabarouette. Un pommier, quand même bien, lui, a été brouté par les chevreuils. Après ça, mangé par la scarabée du Japon. Mais quand même, ça, le pommier, là, il n'y a pas de stress, là, lui, là. Je pourrais le désherber une fois par année, puis une fois 2 ans quasiment. Il n'y aura pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais ça, mais avec des laitues, des affaires, puis que je manque de paille, il faut que j'en rajoute. Fait que là, s'il faut que je fasse tous les arbres, s'il faut que je fasse tout le jardin, je pense que personne peut concevoir à la grandeur des jardins que j'ai la quantité de paille que j'ai. On parle de paillage que je devrais mettre, là. On parle de tonnes. Là. On parle de tonnes de paille de foin. On parle de à peu près 50 balles de foin, 50 balles de paille. Ça commence à faire énormément de matériel. Dans cette logique-là, ça en prend beaucoup. Donc, il faut se le procurer. Vous me suivez, hein? Vous suivez? Et qu'est-ce qui se passe, en tout cas dans ma région, à Ripon, au Québec, en Outaouais? Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent de la paille, il y a beaucoup de gens qui veulent du foin, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Ce qui fait en sorte que la demande est élevée, l'offre est petite. La paille peut être utilisée pour différentes choses, notamment dans les écuries, pour les poules, pour plein de choses en tant que litière, pour les animaux surtout, ce qui fait, dans des grandes quantités aussi, ce qui fait en sorte que quand toi, tu veux avoir de la paille pour ton jardin, attelle-toi, tu en as besoin énormément beaucoup. Moi, une fois, je me suis dit, OK, là, je vais pailler, là, je trouvais pas de wood chip, j'ai juste le terme en anglais, de copeaux de bois. J'arrivais pas à mettre la main dessus. Je me suis dit, je vais pailler mes arbres, je vais pailler les allées de mes jardins. Là, on va commencer avec ça. Ça m'a coûté 300$ de paille. Donc, posez-vous la question, si j'avais acheté 300$ de compost ou 300$ de paille, à ce moment-là, c'était de la paille de sarrasin, lequel aurait fait le plus pousser mes plantes en général? Le compost ou la paille? À 300$, posez la question, c'est y répondre. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec cette paille-là? Mon sol doit être vivant de quelque sorte. À la fin de l'année, c'était entièrement dévoré ou quasiment. Ce qui fait en sorte que ces 300$, ça a aidé la vie de mon sol, ça a aidé différentes choses. Mais s'il fallait que je paye 300, 400, 500, peut-être même à la rigueur avec l'inflation, 1000$ de paille par année,
ben là, le jardin, il commence à coûter cher par rapport à ce qu'il rapporte, là. En tout cas, à mon avis. Ce qui m'amène à passer en revue les différents paillages qu'on nous propose et que j'ai moi-même proposé à un moment ou à un autre et à lister les avantages et les inconvénients. Alors, la paille là, en tant que telle, là, pas le foin, la paille, il n'y en a pas beaucoup, elle coûte cher. La paille est issue d'une culture céréalière. Voilà, céréalière. Donc, la paille est issue de blé ou d'avoine ou de culture de sarrasin. OK? Il va y avoir un petit peu de mauvaises herbes, mais pas tant que ça. On voit ici, justement, là, du sarrasin. Ici. Donc, ce sarrasin-là, c'est pas du sarrasin que j'ai planté, c'est un résidu de paille de sarrasin que j'ai mis il y a 2 ans à cette place. Donc, il va y avoir un peu de grain, pas tant que ça. Cela dit, elle va coûter très, très, très cher. Et comme elle est le résidu d'une culture céréalière, ce que ça veut dire, c'est que si tu ne prends pas du bio, il va y avoir sur ta paille probablement des insecticides ou peut-être des fongicides ou peut-être des herbicides ou peut-être un trio des 3. Ce qui fait en sorte que si tu prends de la paille comme un cabochon n'importe où, puis tu te dis je vais améliorer la vie de mon sol, bien, tu vas arriver puis tu vas peut-être mettre des herbicides, des fongicides et des pesticides dans ton sol. Donc tu as besoin de la bio. De la bio ou tu vas faire confiance à un agriculteur qui va dire moi j'en mets pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Bref, quand tu trouves la bonne paille, tu la trouves, mais là, tu vas la payer 5$ la balle. Donc, il faut que tu fasses attention à ce que tu prends, puis il faut que tu ailles la chercher. L'autre chose, c'est qu'il faut que, à moins que tu l'installes tout de suite, ça te prenne place pour l'entreposer. Ça prend énormément de place. On passe au foin. Le foin, j'ai fait les foins pas plus tard qu'à matin pour la ferme à Sabourin, mes voisins. Et le foin, c'est beaucoup d'ouvrage, je peux vous le dire, parce que je viens de démonter, je sais pas, 300 balles dans un monde bale à matin, des balles de foin carrées. Mais le foin, le problème qu'on a, c'est que ça, là, exemple, là, c'est un champ qui pourrait être un champ de foin. Donc, essentiellement, les champs de foin, pour la plupart, ont été plantés, donc labourés, plantés. Il va y avoir certaines espèces qui vont aller là-dedans, mais on va avoir du trèfle, on va avoir du mil, on va avoir de la fétuque grecque, la fétuque rouge, en fait, qui est une sorte de gazon, par exemple, puis on va avoir de la luzerne. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces choses-là? C'est toutes dans la famille, si on veut, du gazon, des mauvaises herbes persistantes. Quand ils passent, puis qu'ils coupent, puis qu'ils font les balles de foin, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de graines. Fait que quand tu utilises du foin, spécifiquement du foin pour pailler ton jardin, tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu as full de mauvaises herbes, mais pas n'importe quelle mauvaise herbe. Tu te retrouves dans une situation où tu as full de mauvaises herbes vivaces, récurrentes, avec une hostie de racine profonde. Donc, les pires mauvaises herbes que tu peux avoir, ben, tu les mets dans ton jardin en utilisant de la paille. On peut se dire, ah oui, mais si j'en mets assez épais, par expérience, tu mets des mauvaises herbes dans ton jardin quand tu utilises du foin. Ça m'amène à un autre type de paillis qu'on peut utiliser, que j'avais expérimenté, qui avait assez bien marché, mais qui vient aussi avec son lot d'inconvénients, c'était les aiguilles de pin. D'ailleurs, la vidéo le plus regardée de ma chaîne YouTube, en ce moment, c'est une vidéo qui s'appelle « Paillage avec les aiguilles de pin », puis je démontre les mythes par rapport aux aiguilles de pin. Finalement, c'est pas acide, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est vrai, c'est un bon vidéo pour quelqu'un qui voudrait pailler avec des aiguilles de pin. Je ne le renie pas, mais je tiens à dire à mes abonnés ou aux personnes qui regardent la vidéo, je ne paille plus avec des aiguilles de pin. Parce que les aiguilles de pin que j'avais mis, bien, encore une fois, ils se sont fait absorber par le sol assez rapidement. Et qu'est-ce que ça a fait, en fait, c'est qu'il aurait fallu que j'aille en chercher d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Et même s'il y a des pinettes dans le coin, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est quand même des heures d'ouvrage d'aller chercher cette
ces aiguilles, ce foin de paille-là, si on veut. Non, ces aiguilles de pain-là, d'aller les chercher, de les ramener, c'est quelque chose qui est quand même assez fastidieux pour en avoir des quantités incroyables. Donc, dans un petit jardin, c'est une bonne solution, puis je la renie pas, mais à partir du moment que tu rentres dans un plus gros jardin, où est-ce qu'on espère faire plus d'autosuffisance dedans, je pense pas qu'à moyenne échelle, même petite moyenne échelle, que les aiguilles de pin soient quelque chose de vraiment particulièrement efficace. Il y a les restes de tonte. Oui, les restes de tonte. Vous mettez des restes de tonte. Moi, je jette pas les restes de tonte. Moi, en ce moment, je composte mes restes de tonte pour éventuellement les remettre dans mon jardin en tant que compost. OK? Mais les restes de tonte, quand on les met, des fois, ils deviennent anaérobiques. Ils vont commencer à se dégrader et on cherche à ce que le paillage rende le sol plus frais. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu votre main dans un sac de restes de tonte, ça devient vite en tabarouette, ça devient vite chaud et très chaud. Parce que quand ça devient anaérobique, ça peut monter à peu près à 75 degrés Celsius. Donc, est-ce qu'on veut mettre du 75 degrés Celsius sur notre sol? Ça m'étonnerait. Mais ça, c'est quand tu amènes une bonne quantité. Quand tu amènes trop bonne quantité, qu'est-ce qui se passe? Tu étouffes ton sol parce que ça devient très dense. Donc, ça étouffe ton sol. Quand tu en mets trop, quand tu n'en mets pas assez, en fait, tu inocules finalement ton sol avec des mauvaises herbes. Donc, les restes de tonte, c'est cool, tu l'utilises. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est que tu viens foutre du chien-dent dans ton jardin finalement. Puis si ça a le malheur de germer, puis que tu as le malheur d'oublier ton jardin, ben, tu es pogné avec un hostifie de plan de chien-dent dans ton jardin. Petite note historique comme ça, le chien-dent, il n'y en avait pas en Amérique du Nord. C'est des Européens qui ont eu la brillante idée de l'amener avec un bateau pour faire des belles pelouses. Alors, mais à mes amis français, c'est pas de votre faute, mais vos ancêtres qui ont amené le chien-dent ou les personnes qui ont amené le chien-dent au Québec, eh bien, je les emmerde parce que c'est un sacré emmerde de travailler avec du chien-dent dans un jardin. Ça fait des ramifications extraordinaires, ça étouffe à peu près tout. Donc, le chien-dent, c'est vraiment un ennemi à abattre. Est-ce qu'on veut vraiment prendre des semences de chien-dent et les inoculer dans notre jardin? C'est un risque en tabarouette qu'on prend. Ça m'amène au bois. On pourrait utiliser du bois. On pourrait même utiliser du bois qu'on inoculerait de champignons. Et je l'ai fait, j'ai une vidéo à cette effigie-là où est-ce que j'avais planté une rangée de choux et selon une formation que mon coloc avait suivie, on a inoculé des granules de bois pour comme les poêles à bois aux granules avec des pleurotes. Ça nous permettait d'avoir des pleurotes qui poussaient au pied des choux et c'était vraiment sublime de ramasser des belles pleurotes. Ça, c'est quand on arrivait avant les limaces, là. Mais on se ramassait des belles pleurotes. Voulez-vous que je vous montre quelque chose? Et ça va bien illustrer ce que je vais vous montrer. Regardez ici, j'ai dans les cages à tomates, si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo à ce propos. J'ai déménagé mes cages à tomates en bas. Puis j'ai ici des tomates italiennes qui poussent, là. Puis selon la méthode de ne pas enlever les gourmands, les laisser dans les cages à tomates. Bref rappel, selon plusieurs études, il n'y a pas énormément de différence dans la production que tu vas avoir sur une année complète. Sauf que tu as juste moins de travail à faire finalement. Donc, soit tu as un peu plus de production, soit tu en as un peu moins. Finalement, ça se ressemble, mais l'avantage, c'est que tu as moins de travail. Donc, c'est pour ça que j'ai les cages à tomates. Toujours est-il, ici, j'avais un sol où est-ce que j'ai mis l'année passée, puis on voit le sol est vraiment beau, j'ai mis du fumier de mouton qui était quand même assez frais, j'ai rempli ça de courges, puis cette année, j'ai presque pas amendé, puis on voit que les tomates sont bien prises là-dedans, puis ça continue à pousser, là, on est juste on n'est même pas le 20 juillet, là, on est le 19 juillet, puis les plants de tomates sont assez robustes, ils poussent, c'est bien. À côté, c'était dans mon jardin régulier, puis on voit que les plants de tomates sont un peu plus petits, sauf ceux-là, mais je pense que c'est pas la même variété. Ouais, c'est pas la même variété, mais ils sont comme plus gros. Donc, pour toutes les autres, c'est toute la même variété. Laissez-moi vous montrer deux plants de tomates, et non les moindres.
pourquoi j'ai deux hosties de petits chicots de marde de plants de tomates ici, tout petits. Je regarde ça, là. Voyons, c'est quoi ça? Comment ça se fait qu'ils sont petits de même? Même le reste de l'allée sont plus grands. Eh bien, c'est parce que, essentiellement, là où j'avais inoculé avec du paillis, avec mes granules de bois, mes pleurotes, ben éventuellement, ici, il en restait en début d'année. OK? Il en restait. Donc, j'ai pris une fourche ou une pelle, puis je l'ai enlevé, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Mais je l'ai enlevé, mais il en restait. Ben, savez-vous quoi? Il y a une soif d'azote persistante dans ces plants-là. Et c'est pour ça que je me retrouve, c'est évident, c'est la seule place qu'il y avait ce paillis-là, avec ce type de paillis-là inoculé de pleurote. Puis boum, c'est la seule maudite place où est-ce que mes champignons se ramassent, pas mes champignons, mais mes plants de tomates se ramassent à être les plus petites de tout le jardin. Donc, oui, comme j'ai mentionné tout à l'heure, bien utiliser le paillis, ça peut amener à amender le sol. Peut-être que l'an prochain, ce sol-là, il va être encore meilleur qu'ailleurs. Mais en attendant, le paillis de bois, le danger de la soif d'azote, il est réel. Donc, ça peut faire en sorte que l'azote, c'est ce qui fait pousser tes plantes. Donc, tu peux créer des situations où tes plantes ne poussent pas, finalement, ou poussent moins. Je ne vais pas m'attendre à énormément de tomates de ces plants de tomates-là parce que j'ai paillé avec du bois là qui était pas assez décomposable ou décomposé, semblerait-il. Ce que j'ai fait, donc pour la petite info, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris ce qui restait, qui était plein de mycélium de pleurote, puis je l'ai installé, mais je l'ai installé dans une allée. Et comme on voit à gauche et à droite de l'allée, il n'y a pas de problème. Les plants, c'est dans les plus beaux même d'ailleurs, mais ça, je pense que c'est un peu hasard. Mais donc, je l'ai mis dans une allée. Alors, dans une allée, je m'en fous qu'il y ait une soif d'azote en dessous de ça. Parce qu'il n'y a pas de plantes qui poussent là. Mais est-ce que j'utiliserais encore cette technique-là pour faire pousser des plantes? No, no, no. Ça, c'est sûr que non. Maintenant, je parle pas fort. Je me mets à côté de mon beau maïs pour vous parler d'un film d'horreur, d'une histoire d'horreur, en fait. Ça s'appelle l'histoire d'horreur du BRF, le bois raméal fragmenté. Vous avez vu ça partout, probablement sur les internets, comme si c'était la meilleure chose au monde. Ça crée des champignons, c'est bon pour le sol. Alors, je vais vous raconter la triste histoire de Sylvie Jean-Pierre. Sylvie Jean-Pierre s'était abreuvé de vidéos sur le BRF. Il s'était dit que c'était la meilleure chose au monde, du BRF. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Sylvie et Jean-Pierre? Bien, ils ont acheté une déchiqueteuse à branches, puis ils ont commencé à ramasser toutes les branches possibles pour faire du BRF. Puis eux, ils avaient eu un jardin productif pendant des années et des années et des années, puis c'était des bons jardiniers, mais ils voulaient essayer le BRF. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait plein de BRF. Puis là, ils ont mis une couche de ça d'épais de BRF partout sur leur jardin, puis ils se sont dit, check bien ça, on va avoir des plantes sur les stéroïdes. Puis finalement, il n'y a rien qui a poussé. Rien. Ils ont eu le pire jardin de leur histoire. Je dis rien, c'est pas vrai, il y a eu plein de champignons spontanés, toutes probablement pas comestibles, qui ont sorti de ce BRF-là. Il y avait du beau mycélium et une vie fongique incroyable. C'est juste malheureux qu'il n'y avait pas de légumes dans leur jardin. Donc, encore une fois, le BRF fait partie de la famille des copeaux de bois. Ça peut créer des sacrés problèmes à votre jardin. Donc, à utiliser avec modération. La modération a bien meilleur goût. Un autre désavantage de l'utilisation du paillage, c'est que c'est un peu vendu comme si monsieur tout le monde pouvait ramasser n'importe quoi sur le bord du chemin, mettre ça dans un jardin, puis magiquement, tout va pousser. Donc, c'est vendu comme c'est facile, mais c'est aussi vendu comme si tu n'as pas besoin d'avoir une tonne de connaissances pour faire un jardin comme ça. Or, ça devrait être vendu comme êtes-vous un expert ou voulez-vous le devenir? Bien, si vous voulez que votre jardin fonctionne avec du paillis, c'est possible.
mais vous devez être un sacré expert. Justement, une des Québécoises qui a réussi à faire ça dans son jardin, c'est Marie Thévard. Puis j'ai lu son livre, puis j'étais estomaqué des connaissances que tu as besoin de mettre en pratique pour avoir un jardin sain avec de la paille. Là, pour tel type de plante, je commence par mettre une couche de ça. Après ça, je mets un peu plus de ça. Un peu plus tard dans l'année, je mets ça, je fais une rotation. C'est une experte en jardinage. D'ailleurs, elle, ce qui est intéressant dans sa démarche, là, qui est bien détaillée, qui est vraiment bien fait, c'est qu'on voit que c'est une fille qui a jardiné genre 30 ans dans sa vie, pas de paille, avant de se lancer dans le jardin avec de la paille. Donc, elle a transféré ses connaissances sur le compost, sur le jardinage en général, pour arriver à utiliser le paillage. C'est pas Jean-Guy Massy de Terrebonne qui a vu 4 vidéos et qui a décidé de se lancer dans un jardin avec de la paille. C'est comme, je pense que ça devrait être vendu comme quelque chose, hein? Montrer que vous êtes un expert en jardinage et regardez ce que les experts en jardinage arrivent à faire dans leur jardin avec de la paille. Mais le désavantage, c'est que ce n'est pas facile d'utiliser de la paille. Le prochain, je pense que c'est important que tout le monde le comprenne. Le paillage, c'est une technique pour essayer de garder de l'humidité. Mais ça ne crée pas de l'eau. Vous prenez pas... bon, on voit ici, là. Le sol est sec. Je prends ça, je mets ça à terre. Il n'y a pas d'eau qui vient d'être créée, là, OK? Ça ne crée pas d'eau. Ça permet d'empêcher que l'eau s'évapore. Alors, prenez l'exemple. Donc, la gestion de l'eau avec le paillage devrait techniquement être une des grandes, mais des grands avantages d'utiliser du paillage. Alors, dans les faits, la gestion de l'eau avec la paille, avec le paillage, c'est incroyablement facile. Condition d'avoir les conditions parfaites. À partir du moment que vous avez une sécheresse, je vais prendre l'exemple de cet été. Au printemps, on a eu une sécheresse. Hein? Quand tu pailles, tu t'attends qu'au printemps, tu ailles de l'eau parce que c'est cette eau-là que tu vas essayer de conserver tout au long de l'année avec ton paillage. Alors, au printemps, on a eu une sécheresse. Mettons que j'avais paillé, j'ai pas d'eau, il faut que j'arrose. Mais là, j'arrose comment? Il y a de la paille qui bloque l'eau que je veux envoyer. Puis, si j'ai utilisé différents types de paille puis différentes épaisseurs, mais je peux pas juste envoyer de l'eau comme ça en débile parce que finalement, ça s'en va un peu partout. Tout devient pas mal inégal. C'est pour ça que j'utilise aujourd'hui des systèmes goutte à goutte. Okay? Mais tout pour dire que tu as besoin d'arroser, mais c'est compliqué parce que tout est différent, tout est inégal, tous les pays sont pas pareils. Fait qu'il faut moins que ce que tu envoies, ça traverse le pays. Donc, tu as besoin quand même d'en mettre beaucoup, mais ce printemps, il n'y en a pas eu. Donc, il aurait fallu que j'irrigue. Mais là, comme du sort, un petit jeu des changements climatiques. Pendant l'été, on a de l'eau comme le débile. Donc, on se retrouve à avoir des orages aux 3 fucking jours au Québec, puis avoir toujours de l'eau. Il n'y a pas 3 journées qui passent sans que tu n'aies pas d'eau. Faire les foins, ça a été l'horreur parce que les champs étaient toujours mouillés. Donc là, tu te retrouves à avoir trop d'eau. Puis ça, c'est la même chose. Dans la plupart des livres sur le paillage, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire « Ah, mais ça, c'est pas grave, ça, parce que tu tasses la paille. » Oui, mais ta tasse pour la mettre où? T'sais, à un certain moment donné, c'est un peu compliqué, là, toute cette histoire-là. Là. Tu te promènes, ah, il y a trop d'eau, je tasse la paille, ça s'assèche, je remets. Est-ce que c'est tant plus facile? En tout cas, moi, je le dis, ce n'est pas plus facile. Alors qu'avec un système goutte à goutte, moi, mon eau est automatisée. Ça y va goutte à goutte. Donc, j'arrose aussi uniquement dans mes rangs de culture. Puis, quand je vois qu'il mouille, bien, je pèse un petit piton puis je dis « Attendons 3 jours avant de reprendre ton programme. » Il a mouillé beaucoup. Alors, c'est beaucoup plus facile pour contrôler l'eau. Alors, avec la paille, on n'a pas autant de contrôle. C'est Inch'Allah. On met la paille puis on espère que ça fonctionne. Donc, pour la gestion de l'eau, c'est ce que j'ai remarqué avec le temps. Maintenant, parlons un peu de vie du sol. La paille va amener de la vie dans le sol. Mais n'allez jamais croire que la vie qu'elle va amener va être à 100%
bénéfique pour votre sol. Il va y avoir une partie de la vie du sol que ça va amener, même la majeure partie, je vais être quand même franc, qui va arriver, qui va être intéressante. Mais ça va venir avec des estis de limaces. Il va y avoir des limaces dans votre jardin. En fait, vous allez avoir beaucoup de limaces dans votre jardin parce que vous paillez beaucoup. Puis les limaces adorent et se reproduisent dans des conditions qui sont paillées. Donc, qui dit paillage, dit limaces. Mais si c'était que les limaces, c'est pas si grave. Parce que les limaces, ça écœure, c'est un peu dégueu. Mais au final, tu sais, je veux dire, tes tasses, ça fait des petits crous. C'est pas intéressant dans ta salade, on s'entend, mais tu peux vivre avec des limaces, même si c'est un peu dégueu de te promener dans un environnement rempli de limaces. Sauf que le paillage favorise aussi le vert gris. Et le vert gris, ce qu'il fait, lui, c'est que quand tu transplantes un plant, il va manger les racines, puis ton plant va instantanément mourir. Donc, quand je vais vous donner, quand je vous ai dit tout à l'heure que c'est une façon de jardiner qui est pour les experts, OK? Marie T. Tévard, elle ramasse à l'année tous les rouleaux de papier de toilette. Elle les coupe en deux pour faire deux comme rouleaux et elle met ses plants là-dedans qu'elle part en semis intérieur, exemple. Comme ça, quand elle les plante, ça permet de protéger des vers gris. Chez nous, j'ai un bidet. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, aller fouiller des poubelles pour trouver des bouts de carton pour être capable de protéger chacun de mes plants. OK, mais là, mettons, je plante des fèves. Je vais dessus protéger mes 150 plants de fèves que je vais mettre avec chacun un demi-carton. Cette manière, ça comme ça, plus de fin. Donc, oui, ça crée de la vie du sol, ça crée de la vie qui est bénéfique, mais surtout, n'allez pas croire que ça ne crée que de la vie bénéfique au sol. Ça crée la vie, avec ce qui vient avec, donc les avantages, puis les inconvénients également. Pour la prochaine chose que je veux dire, je vais juste vous montrer ici, ça c'est mon jardin de haricots. De toutes les fèves, en fait, au bout j'ai des pois mange-tout qui sont en feu en ce moment parce qu'ils ont été récoltés hier, puis je le vois d'ici qu'il y en a beaucoup. Ici, je me retrouve aussi à avoir des haricots comme ça qui se mangent. Ici, je me retrouve à avoir des gourganes. Alors, ici, j'ai des pois de conservation. Alors, d'autres gourganes là-bas. Puis, c'est pas mal mes fabacées que j'ai installées ici dans mon jardin avec le goutte à goutte. Puis, les allées qui sont paillées. OK? Tout ça, avec le milieu, d'ailleurs, que j'ai pris du livre de Marie T. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, hein? C'est de l'avoine. Donc, on se retrouve à avoir de l'avoine qui va permettre de créer un support naturel, puis qui va aussi couvrir le sol en bonne partie. Puis là, ben, ça fait en sorte que mes grandes gourganes, comme qu'on voit là-bas, ben, ils tiennent, puis ça donne un petit support en général. OK? Donc, tout ça, ça a été planté à la graine. Ah oui, puis juste pour dire, ces haricots-là ont été pris par un chevreuil, là, étêtés toute la gang par un chevreuil. Là. Il est encore plus beau que ça. Mais bref, ça fait partie de la vie. Donc, tout ça, ça a été planté à la graine. Je trouve ça excessivement important de planter des choses à la graine. Pourquoi je trouve ça important? C'est parce que sinon, tu as besoin de plastique, mais surtout, tu as besoin d'avoir beaucoup de terre à jardin qui est faite avec énormément de peat moss. Et cette peat moss-là, qui est la mousse de tourbe, mousse de sphène, en fait, ça vient des tourbières, puis on a un problème qui s'en vient devant nous et qu'on reporte à plus tard, qui est une surutilisation de nos tourbières qui prennent des milliers d'années à se régénérer, ce qui veut dire que, essentiellement, c'est pas de mon vivant que je vais voir une tourbière se régénérer. Donc, la terre à jardin, oui, je l'utilise pour partir mes semis de tomates, mais c'est presque tout. Je ramasse ici et là des semis de trop des agriculteurs parce que je me dis ils vont le jeter. Ça, c'est une technique que je vous conseille. Parce que ça va être jeté, mais essentiellement, planter les choses à la graine, je pense que c'est très important. On va voir un autre succès ici. Donc, courge plantée à la graine, maïs ici qui est amérindien, d'un de mes amis qui ramasse les semences depuis plusieurs années.
On a ici des haricots qui poussent dans le maïs. Alors tout ça, ça a été planté à la graine. Les zucchini aussi. Les betteraves, mais regardez, hein, on a planté des betteraves, ils n'ont pas toutes levé, il a fallu qu'on en plante d'autres. Ça vient aussi avec ça, le fait de planter à la graine. C'est pas toujours des succès. Ici, on a une rangée de radis qui poussent là-dedans. C'est bien. Donc, mais ça veut dire que des bouts, il y en aura moins. Mais c'est important, dites-vous que tout ce que vous pouvez planter à la graine, je pense que c'est important de le faire parce que ça permet vraiment, à mon avis, de réduire la mousse de sphinx. Alors, avec de la paille, comment voulez-vous planter des carottes et des betteraves à la graine dans un tas de paille? Sérieusement, c'est pas impossible. Encore une fois, je vais le dire, c'est pas impossible. Mais il y a une année, je me suis dit, je vais mettre de la paille partout puis je vais planter à la graine. J'ai tassé la paille, j'ai planté à la graine. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un orage puis un coup de vent. Quand je suis revenu après, tout était remis en place. Il a fallu que je retasse mes champs. Beaucoup de travail. Les choses que vous plantez généralement à la graine, dans un climat comme le Québec, sont essentielles parce que la plupart du temps, ce sont des légumes racines. Puis la plupart du temps, les légumes racines sont les légumes qui se conservent le plus longtemps dans l'année. Donc c'est essentiel d'être capable de planter des longues rangées au Québec pas topinambour, mais des longues rangées de carottes, de navets, de rutabaga, de radis noirs, de radis daikon, de betteraves. C'est ça l'autosuffisance. C'est ça l'autosuffisance. Si vous voulez un jardin pour, pour le fun, si c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre plus des choses comme des tomates, certaines choses. Oui, c'est vrai qu'il y a des choux. Encore là, les choux se plantent à la graine. Oui, c'est vrai que tu peux ramasser des courges. Encore là, les courges se plantent à la graine. Fait que la plupart des choses qui se conservent pendant un hiver de temps se plantent à la graine. Et c'est plus compliqué avec de la paille, je trouve. En tout cas, que c'est beaucoup plus compliqué avec de la paille, de mon expérience. Et c'est drôle parce que je regardais une vidéo récemment de Alexis Ducret, en tout cas, un Français, qui chiale souvent sur les gens qui font de la permaculture. C'est un taquin. Mais il est bien fin. Puis, mais une année, il disait, vous regardez des vidéos où est-ce que tout le monde paille, puis vous avez 4 carottes, 3 navets, puis 500 kilos de courges. Donc, c'est un peu mon impression aussi. Ça marche bien pour certaines cultures, sauf que quand tu tombes à la graine, non, ça marche pas bien. Quand on veut désherber un très grand jardin, à un certain moment donné, on peut être à 4 pattes comme un chien puis arracher les mauvaises herbes. Puis à un certain moment donné, on peut prendre des outils. Et dans les outils intéressants, il y a les différentes binettes. Donc la binette vietnamienne intéressante, Ochi, je ne sais plus. Binette vietnamienne ou une autre binette debout. Il y a toutes sortes de binettes qu'on peut utiliser pour rapidement faire le tour des légumes. On attend quoi? On attend qu'il fasse une belle journée comme aujourd'hui avec un gros soleil bien tapant. On ramasse la binette là-dedans, puis on va avoir 80% de nos mauvaises herbes qui vont mourir. Puis ça va nous permettre de garder notre jardin assez propre pour que les légumes prennent la place finalement. Peut-être qu'il va y en avoir quelques-uns qui restent, puis c'est correct qu'il y ait un peu de mauvaises herbes, mais les légumes vont finalement prendre la place. Puis pour ne pas être à 4 pattes dans le jardin, on utilise la binette, puis des fois on peut désherber debout avec ces outils-là. Malheureusement, avec la paille, de mon expérience que j'ai, tu ne peux pas prendre la binette parce que quand tu utilises la binette, tu es là avec ta binette, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, tu ramasses la paille, il se ramasse à avoir de la paille partout, puis finalement, bien, c'est un mess total. Donc finalement, la paille n'est pas compatible à être utilisée avec des binettes, ce qui fait en sorte que quand tu es pris avec un enjeu de désherbage, ben il n'y a rien qu'une façon de le faire, puis c'est à 4 pattes dans le jardin. Donc c'est plus ou moins ergonomique, même si on en passe beaucoup du temps à 4 pattes là, dans un jardin. Je pense que de pouvoir utiliser les binettes, c'est quand même des avantages assez francs pour passer rapidement et garder le contrôle sur son jardin. Alors ça ne permet pas ça en utilisant du pays. Pour terminer ce vidéo-là que je vous ai fait sur le paillis en général, je voudrais juste essayer
de rappeler quelque chose. Je ne veux pas démoniser ni la paille, je ne veux pas démoniser non plus ceux qui essaient de cultiver avec la paille, parce que je pense que pour chacune de ces personnes-là, l'intention part de la bonne place. Puis le but, c'est d'essayer de trouver des techniques agricoles qui sont plus vertes, plus durables, puis tout. Puis c'est un processus. Je l'ai fait moi-même. Je suis allé ailleurs pour les raisons que je viens de vous énoncer. Il y en aurait quelques d'autres, mais je pense que l'essentiel a été dit dans ce long vidéo. Donc, je vais juste rappeler certaines choses avant d'arrêter ce vidéo-là. Premièrement, on peut faire du jardinage sans labour, donc no dig. Donc, on n'est pas obligé de remuer le sol si on n'utilise pas de paille. On peut rajouter du compost sur le dessus, une couche de compost, planter là-dedans, et ça se fait très bien. J'ai d'ailleurs une vidéo qui a été montrée comment j'ai été capable de faire ce jardin-là sans labour. D'ailleurs, si on regarde tout autour, là ici c'était l'ail, je l'ai récolté, mais quand on regarde autour, on a des belles laitues, on se retrouve à voir du beau kale de toutes les couleurs, des asperges en arrière, on a le chervi qui est ici, des betteraves, on a vu tout à l'heure les fabacées, on voit de l'ail vivace que j'ai laissé là en arrière. Il y a les 3 sœurs amérindiennes, les tomates, ici il y a la coriandre, l'aneth, le basilic. Puis j'ai un autre jardin en haut aussi. Et tout ce jardin-là, qui honnêtement va fucking bien, je suis vraiment content de mon jardin cette année. Puis il a fallu que je le rattrape parce qu'on avait beaucoup de travail. Bien, tout ce jardin-là, il fait sans labour. Donc c'est la preuve que effectivement, on peut faire du sans labour sans utiliser de la paille. Puis ça fonctionne, puis c'est correct. Donc ça, c'est une des nuances que je voulais apporter parce que des fois, on associe trop, à mon avis, le sans labour du sol à l'utilisation finalement du paillis. Je vais faire un petit mot très vite sur le mythe du sol à nu. C'est vrai que quand on ne laisse pas un sol à nu, on le protège de... Je l'ai expliqué tout à l'heure, de l'érosion, de la chaleur, on donne la vie du sol puis tout le kit. Cela dit, ça ne veut pas dire que si vous voyez une ferme qui ne garde pas son sol à nu, OK? Une ferme maraîchère, par exemple, parce que c'est quand même de ça dont il était question. Là, on n'a pas parlé de faire du grain ou des céréales. D'ailleurs, j'ai aucune compétence là-dedans. Mais vous voyez une ferme maraîchère qui laboure, vous voyez une ferme maraîchère qui passe le rotoculteur, ça ne veut pas dire que son sol se dégrade d'année en année. Donc, je prends les exemples à Ripon. Il y en a plein qui me sortent par la tête. Le ruisseau noir, qui vient de fermer parce qu'ils ont pris leur retraite, mais le Vallon des Sources, le ruisseau noir, la ferme aux colibris, la rosée. En tout cas, la belle Saint-Amour, il y a une tonne juste dans mon village de fermes qui prennent très soin de leur sol, qui prennent soin de leur terre et que leur sol s'enrichit d'année en année, même s'ils font des labours. Hein. Les agronomes qui suivent ces fermes-là, c'est pas toutes des espèces de trous du cul qui travaillent pour le réchauffement climatique et Monsanto. Il y a quand même dans des techniques, des approches bio, des façons d'améliorer notre sol en faisant du labour. C'est pas ce que je préconise, c'est pas ce que je pense qui est souhaitable sur le long terme aussi parce qu'il y a des enjeux au niveau d'une couche plus profonde dans le sol qui finit par devenir très raide. Mais bref, OK. Je pense que les personnes qui tripent sur la paille, des fois, vont avoir une vision qui n'est pas tout à fait nuancée et qui va dire que parce que le sol n'est pas couvert, il se dégrade en tout et pour tout. Puis les gens qui pratiquent le labour dans ce cas-là, ils dégradent leur sol, puis ils dégradent la planète, puis etc. C'est pas si simple que ça. OK, c'est juste ça que je veux dire. Il y a moyen d'avoir une bonne gestion de sol. D'ailleurs, il y a probablement aucun producteur bio viable qui met de la paille dans ses jardins. Puis quand vous passez à côté d'une ferme bio, je pense que vous envoyez des légumes. Donc, il y a moyen de faire ça. OK. Ce qui m'amène à faire mon diagnostic. Alors, le paillage, okay, en général, c'est une méthode qui demande en général, en tout cas sur une certaine surface, plus de travail, plus d'intrants, plus de matériel, plus de soins pour éviter de perdre un peu le contrôle de son jardin.
Mais ça demeure, je pense, pour des gens qui veulent s'amuser à jardiner, parce que c'est pas tout le monde qui regarde mes vidéos qui s'enligne vers un type d'autosuffisance comme je le fais ici à l'Écoferme Le Tournant. Pour un petit jardin, j'ai vu plein d'exemples sur les internets au Québec comme en France où est-ce que des gens ont fait des très beaux jardins, où est-ce qu'ils ont leur contrôle de leur jardin, où est-ce qu'il n'y a pas des milliers de mauvaises herbes, où est-ce que le sol a l'air extraordinairement bien, où est-ce que la production a l'air assez bonne en utilisant le paillage. Je pense juste que c'est l'échelle. Il faut miser, je pense, si on cherche à avoir une approche pérenne avec du paillage, il faut miser la plus petite échelle possible. J'ai beau avoir beaucoup de gazon chez nous, s'il fallait que je paille avec mes restants de tonte, il m'en manquerait. Aussi simple que ça, parce que ça en prend énormément. D'ailleurs, je n'ai pas complètement arrêté le paillage. Comme je vous l'ai dit, je l'utilise encore pour mes arbres, mes arbustes fruitiers, pour essayer d'aller chercher le maximum de ce que je peux faire, puis pour éviter de passer la tondeuse en dessous, donner de la vie du sol, puis tout le kit. Donc, je ne condamne pas complètement le paillage. La vidéo est là pour dire que moi, j'arrête le paillage. Je vous ai donné les raisons pourquoi moi, j'ai arrêté le paillage. Faut dire qu'une chose que vous devez savoir, c'est que j'ai une famille avec 3 enfants. On a eu une garderie parce qu'on ne trouvait pas de garderie pour nos enfants. Ça a été honnêtement l'enfer. Je ne vous le conseille pas du tout. Mais après ça, quand on a des temps libres, des fois, on veut aussi profiter de la vie, aller un petit peu en camping avec les enfants, etc. J'aime ça cueillir des champignons. J'aime ça faire bien les choses. Puis des fois, je peux mettre 10, 15, 20 jours avant d'aller dans mon jardin. Ma blonde, elle passe, elle récolte. On se relaye, mais tout pour dire que je ne suis pas un jardinier qui bichonne son jardin à coup de 2 heures par jour. Donc, moi, le paillage, ce que ça a fait en sorte, c'est que je me suis retrouvé dans des situations où est-ce que j'en ai pas mis assez, que j'aurais dû en mettre plus, que je ne l'ai pas fait, puis que les mauvaises herbes persistantes, là, pas le chou gras, là, pas l'amarante à racines rouges, là, pas les petites annuelles là, que tu arraches de même. Là. Les mauvaises herbes persistantes sont venues prendre le contrôle de mon sol à partir du moment que j'ai échappé mon jardin. La paille ne m'a pas du tout aidé la vie, mais pas du tout. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Sur une petite surface, probablement que vous pouvez garder le contrôle ou probablement que, savez-vous quoi? Vous perdez le contrôle sur une petite surface, puis c'est même pas grave. Sauf que moi, si je perds le contrôle sur l'ensemble de mes jardins, sérieusement, je pense que j'abandonne. Ça devient beaucoup trop. Donc, comme je répète une dernière fois, je vais donner l'exemple de mon coloc qui est vegan. Mon coloc, c'est un esti de bon gars. Puis c'est un esti de gars intelligent. Là. Il est bien plus intelligent que moi, mon coloc. Il est brillant. C'est un gars qui a un doctorat, qui est une sommité dans sa matière en économie comportementale. Il est vegan. Moi, je trouve que dans le véganisme, il y a des choses qui ne collent pas. Mais j'ai eu la réflexion en discutant avec mon coloc, puis je trouve que c'est une réflexion qui est intéressante. Les gens qui décident de tomber dans le véganisme, okay, même si moi, j'essaie de manger pas trop de viande, je suis pas végane. J'ai même des animaux à la maison que j'élève et que je tue. Mais je pense que les gens partent d'une bonne intention. Puis je pense que les gens essayent d'utiliser leur corps, leur temps, leur esprit, leur énergie dans le but de bâtir quelque chose qui est meilleur, dans le but de laisser la terre dans un moins pire état ou un meilleur état même. Dans le cas de la paille, c'est souvent ce qui est derrière. Ça part d'une bonne intention, puis je pense que des fois, le débat paillage, pas paillage est comme rendu comme fucking clivant. Voyons donc, on s'en fout finalement dans les faits. Là. On s'en fout si vous paillez ou si vous paillez pas. Essayez-le. Vous regardez mon vidéo, vous n'êtes pas convaincu, essayez-le. Peut-être qu'une année, vous allez dire, c'est quoi, Asti, il avait donc bien raison. Ben coudonc, c'est pas grave, tu sais. Je veux dire, on s'amuse à travers tout ça. Cela dit, si vous voulez pailler parce que vous avez vu regarder des vidéos sur une grande échelle et vivre de l'agriculture,
là, honnêtement, je vous le conseille pas. En tout cas, discutez-en avec des fermiers que vous avez visités, qui ont un bon sol, une belle vie et un bon fonds de commerce. Et vous regarderez qu'est-ce que les autres en pensent. Sur ça, ciao, ça a été épuisant de faire cette vidéo-là. Peut-être que ça a été épuisant pour vous de le regarder. Passez une belle journée, abonnez-vous, puis bonne vie!